Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, expertise et analyse évidemment et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, on parle d'un sujet dont on n'a jamais parlé sur le plateau, l'art thinking, je l'ai bien prononcé, au travail. On va en parler avec Sylvain Bureau, il est cofondateur de l'art thinking, il est chercheur et professeur. Le grand entretien, le plus grand réseau social professionnel. Quand je vous dis ça, vous pensez évidemment à LinkedIn, vous êtes des millions connectés à ce réseau social. Certains recruteurs trouvent un emploi. C'est aussi un lieu de dialogue et d'échange absolument incroyable. On va en parler avec Fabienne Arata, elle est la directrice LinkedIn France. Elle est notre invitée aujourd'hui. Fenêtre sur l'emploi, former ses salariés à l'IA. C'est une demande des salariés. On va en parler avec Aimé Lachapelle, il est le fondateur de Emerton Data. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet dont ici depuis 3 ans que l'émission existe nous n'avons jamais parlé, l'art thinking au travail, et je mets un accent un peu prononcé, je m'en excuse. Avec nous Sylvain Bureau qui est spécialiste de ce sujet, vous êtes cofondateur de l'art thinking, vous allez nous expliquer, vous êtes aussi chercheur enseignant à l'ESCP. D'abord un tout petit mot sur la définition avant de voir évidemment la manière dont vous l'avez développé. C'est quoi l'art thinking ? Alors c'est une méthode de travail qui s'inspire des pratiques qui ont été développées dans l'histoire de l'art et qui vous permet de créer de l'improbable avec certitude. Donc en gros, si votre réalité ne vous convient pas, si la normalité autour de vous ne vous convient pas, à la manière d'un artiste, vous allez créer quelque chose d'improbable, d'étonnant, de surprenant et qui va changer votre quotidien. C'est un programme basé sur, c'est ce que je lis en tout cas, une des meilleures innovations pédagogiques mondiales. Pourquoi c'est l'une des meilleures innovations ? Qu'est-ce qu'elle produit ? Ouais. Alors moi je suis basé à ESCP, qui est la plus ancienne école de commerce du monde. Prestigieuse. Prestigieuse, mais dans le monde des business schools, l'essentiel de ce qu'on fait est quand même importé essentiellement des États-Unis. Et donc pour une fois, en fait, on a plutôt eu tendance à exporter. Donc c'est un format, le séminaire Art Thinking, donc ça s'appelle le séminaire improbable. En fait, on forme à la méthode Art Thinking, qu'on diffuse partout en France, mais aussi au Japon, mais aussi en Finlande, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Made in France. Et justement, l'idée, c'était de montrer comment cet ancrage culturel, artistique, il est très naturel dans une ville comme Paris, et il est peut-être moins dans certaines autres régions du monde. Ça résonne en tout cas. Ça résonne, ça fait sens, et l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur les cadres de votre quotidien. Pour rentrer dans le concret, donc ce sont des séminaires. Ouais. Les gens sont assis autour d'une table, on leur donne des règles du jeu, et il y a la créativité, on essaie de faire émerger sa créativité sur des thématiques précises, sur des projets précis. J'ai pas besoin que vous soyez créatif. J'ai besoin que vous suiviez une méthode, et la méthode va vous permettre de créer en fait des questions qui vont vous aider à repenser votre quotidien. Donc c'est processé quand même. C'est très processé, il y a différentes étapes, et en même temps c'est la première fois de votre vie peut-être, et sans doute que vous allez être artiste, vous allez créer une exposition. Alors parfois on travaille au Centre Pompidou, au Musée du Louvre, et donc les gens font leur expo dans ce genre de site, donc c'est vraiment la première fois et sans doute la dernière fois de leur vie qu'ils vont avoir cette occasion-là. Et c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire une première fois quand on a un professionnel, et souvent les professionnels ils sont dans l'excellence, donc ils veulent en fait faire mieux, faire toujours mieux. Mais il y a plein de situations où le faire mieux en fait vous amène dans une impasse, et l'enjeu c'est de faire autrement. Et donc moi j'ai pas besoin que vous soyez créatif comme Picasso, j'ai besoin qu'on suive des méthodes pour créer le cubisme qui vont changer votre normalité. Une entreprise X, qu'elle soit du CAC 40 ou ça très grande, elle décide d'utiliser votre méthode en disant nous on va s'intéresser à ces séminaires. Qu'est-ce qu'elle cherche à transformer chez ses managers ? Donc les séminaires improbables en fait sont faits en formation initiale dans tout un tas de programmes, mais aussi en formation continue. Donc on a pu travailler avec des entreprises comme La Redoute, Air France, KLM, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, etc. Et en fait l'idée ça va être souvent autour de 3 choses. D'abord il y a les talents. Souvent, les talents, en fait, c'est juste des très bons élèves. Mais en fait, l'enjeu du talent, c'est de faire face à quelque chose qu'on ne connaît pas. L'inattendu. L'inattendu. Et savoir comment faire quand ce n'est pas prévu comme ça, ou alors que quand ça ne marche pas, comment on fait autrement. Et donc ça, c'est ce qu'on va permettre aux gens de vivre, parce que personne n'a fait de l'art contemporain, ou très peu de gens. Et là, tout d'un coup, on va devoir créer une œuvre en équipe, et c'est assez surprenant. Il y a à la fois un processus
Et il y a en même temps quand même un processus de créativité. Ça veut dire que les personnes sortent de leur zone de confort. Qu'ils soient talent ou pas, on sort de sa zone de confort. Il faut oser quelque chose. Alors effectivement, donc, il y a cette tarte à la crème de sortir de sa zone de confort. Mais là, c'est concret. Et là, c'est très concret. Mais si vous voulez, c'est en même temps très normalisé. C'est-à-dire que moi, je sais exactement comment les gens vont réagir, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils aillent à tel endroit. Et ils sont cadrés. Et donc, c'est très cadré et c'est très efficient. C'est-à-dire qu'à la fin, on a une œuvre qui sort qui est systématiquement improbable, ça n'existe pas, et qui va avoir une portée critique subversive. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pourquoi mon cadre il est comme il est, comment faire autrement, comment on peut voir le problème différemment, ce qui est la première étape pour avancer. En présence à la fois des collabs, des managers, des dirigeants, parce qu'il faut aussi entrechoquer les liens de pouvoir dans le groupe, j'imagine. Effectivement, il y a toute cette question du pouvoir en interne, en externe, donc on va pouvoir appréhender ça. Évidemment, quand on discute avec ses patrons autour d'une œuvre d'art, c'est pas les mêmes discussions qu'autour d'un PowerPoint, et ça libère. L'art, c'est aussi, surtout en France, rarement censuré, donc ça permet de poser des questions radicales, de se projeter sur des horizons de temps, de réinventer son quotidien. Et donc tout ça, en fait, ça construit beaucoup de compétences. En fait, ça permet d'avoir des méthodes beaucoup plus efficientes de production, parce qu'en fait, en 2-3 jours, vous allez créer une œuvre avec quasiment rien, qui va pouvoir rester dans le temps. Il y a des œuvres qui ont une vraie pertinence dans le temps. Il y a un enjeu de travailler en équipe, travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien. On ne sait pas qui est le chef, comment on s'organise, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, et on y arrive. Et puis, il y a les enjeux de transformation. Je ne pensais pas que je pouvais créer une œuvre d'art, je ne pensais pas que je pouvais m'exprimer. Et donc, il y a des expressions qui vont pouvoir se faire. Et donc, si on peut créer une œuvre, pourquoi on ne pourrait pas faire autre chose? D'un mot, Sylvain Bureau, est-ce que certains sont devenus artistes? Est-ce que certains ont renversé la table en disant j'arrête? Alors, effectivement, certains sont devenus artistes. On avait formé des collègues, des étudiants d'HEC, par exemple, et j'étais récemment à une expo, une pièce de théâtre super de Alice Boulan, aller voir sa pièce. Alors ça, c'est pas très bon pour les business schools, parce que nous, on est notamment évalué sur le salaire de sortie de nos élèves, donc c'est pas l'idéal s'ils deviennent tous artistes, parce qu'en moyenne, c'est pas terrible. Mais effectivement, vous avez tout un tas de gens qui vont faire évoluer leur pratique, et c'est un format qui s'inscrit aussi beaucoup autour de deux grands enjeux. Premier enjeu, tout ce qui est lié en fait au développement durable, à l'écologie, donc à l'ESCP, mais aussi dans d'autres écoles. On a par exemple ce séminaire qui a lieu à Cambridge Business School pour un programme, donc MSc Business Transformation for Sustainability. En 2 mots, Sylvain, Voilà. Vous avez proposé 2 mots, mais là vous avez mis de très longs mots. Je finis, donc développement durable d'une part, et deuxièmement intelligence artificielle, qui est l'autre enjeu majeur sur lequel on travaille. Les deux grands sujets essentiels qui occupent notre esprit et l'actualité. Merci Sylvain d'être venu nous rendre visite. Sylvain Bureau, cofondateur de l'Art Thinking, avec ce sujet quand même fondamental qui touche l'être et qui impacte évidemment le collectif. Merci. On n'en sort pas indemne. On n'en sort pas indemne de toute évidence. Merci de nous avoir rendu. Merci à vous. Merci pour votre accueil. On tourne une page. Le réseau social, évidemment, que tout le monde connaît et que Sylvain utilise, j'en suis sûr. LinkedIn, c'est un réseau social absolument incroyable. Et on va en parler tout de suite avec la directrice France de LinkedIn. C'est un vrai plaisir de l'accueillir dans un grand entretien. Et c'est le Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une marque que vous connaissez tous, le plus grand réseau social professionnel que vous utilisez peut-être même en regardant la télévision. Au moment où je vous parle, vous êtes déjà peut-être connecté LinkedIn, évidemment. J'accueille Fabienne Arata. Bonjour Fabienne. Bonjour. Directrice France LinkedIn. Alors LinkedIn, entreprise californienne qui cartonne et qui cartonne aussi en France. Quelques chiffres quand même pour qu'on situe l'enjeu de ce réseau social. 130 nouveaux membres s'inscrivent chaque minute sur LinkedIn. 1 milliard de membres, 41 000 compétences normées répertoriées, 136 000 écoles répertoriées, j'arrête là, et 69 millions d'entreprises et organisations ont une page sur LinkedIn. Vous qui dirigez cette belle institution en France, qu'est-ce que ça vous fait de diriger une institution pareille? Alors, tout d'abord, c'est une immense fierté, mais c'est aussi également une grande responsabilité, puisqu'en France, nous accueillons 30 millions de professionnels sur la plateforme, c'est-à-dire que nous touchons près de 90% de la population active française pour les accompagner dans leur parcours, leur recrutement, la création de leur réseau, l'accès à la formation également, et puis nous accompagnons évidemment les entreprises. Donc, en ce sens,
cela, nous sommes un décrypteur du marché de l'emploi et des compétences en France, et puis un acteur également, puisque nous œuvrons aux côtés de toutes les entreprises. La plupart des DRH nous connaissent, quelle que soit la taille des entreprises. Je vous le confirme. J'ai fait un titre, je me suis amusé à faire un titre, parce que je précise que l'entreprise vient de Californie. Au moment où X commence à piquer du nez, LinkedIn a un sourire radieux. Vous êtes d'accord avec cette image-là? On a des Français qui disent « moi je quitte X, j'en ai marre, c'est un réseau social qui est sale ». On ne l'entend absolument pas quand on parle de LinkedIn, qui a plutôt cette image du réseau social de l'intelligence, du partage. Et même lorsqu'on n'est pas d'accord sur ce réseau social, ce qui m'est arrivé à quelques reprises, les mots sont doux. On débat. Est-ce que vous portez cette philosophie-là? Alors nous portons non seulement cette philosophie, mais cette profonde conviction, effectivement, et c'est ce qui a fait le succès de LinkedIn sur la durée. Nous avons fêté nos 21 ans cette année, et ce qui préside à chacun de nos actes, les plus infimes soient-ils, et tout ce que vous constatez sur la plateforme lorsque vous interagissez est fondé sur cette vision d'origine qui est d'offrir une opportunité économique ou des opportunités économiques à chaque membre de la population active mondiale. Opportunité économique, ça se décline pour les professionnels, vous, moi, l'ensemble des professionnels en France et dans le monde, et puis auprès des entreprises. Et cette vision-là, elle est restée intacte pendant ces 21 années, et c'est ce qui nous occupe chaque jour. On le précise, Fabienne, ce n'est pas un job board. Non, absolument. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a parfois ce malentendu. On a des recruteurs qui vous disent quand vous déjeunez avec eux, mais moi je passe mes journées sur LinkedIn à aller fureter des chasseurs de profils. Vous êtes d'accord, vous savez très bien que les gens fonctionnent de cette manière, et pour autant, vous n'êtes pas un job board. Non, non, nous ne sommes pas un job board, nous sommes bien plus que ça, parce que offrir des opportunités économiques à chaque professionnel, ça veut dire trois choses. La première, effectivement, et c'était l'origine de LinkedIn, c'est d'aider les professionnels à chercher un emploi. Oui. Qu'ils soient en recherche passive, en veille, ou qu'ils soient en recherche très active. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la plupart, beaucoup de professionnels, en particulier dans de très grands groupes, cherchent également sur LinkedIn leur future étape professionnelle dans leur entreprise. Donc, énormément de sujets de mobilité interne. De même pour les DRH qui travaillent la mobilité interne sur LinkedIn. Le deuxième sujet, qui n'est pas non plus, loin s'en faut, celui d'un job board, c'est de travailler votre réseau professionnel. 70% des recrutements qui sont faits quand vous avez déjà une connexion dans l'entreprise. Donc vous voyez évidemment la relation directe entre avoir un réseau professionnel et pouvoir bénéficier d'opportunités de carrière. Pas seulement pour pouvoir chercher de l'information, vous montez un projet, vous voulez vous connecter à un groupe d'experts. Donc comment est-ce que LinkedIn est utile pour vous dans votre quotidien professionnel? Et puis enfin, l'accès à la formation, et on le sait, aujourd'hui, la formation est un sujet quotidien et essentiel. Essentiel et complexe en France, avec quelques règles extrêmement strictes, notamment de France Compétences. Un tout petit mot sur la modération, parce que c'est important. C'est une question qu'on se pose souvent quand on est sur un réseau social, et c'est la critique que l'on fait à certains réseaux sociaux qui ne modèrent pas, qui ne surveillent pas, et qui laissent évidemment passer des horreurs, comme on peut le voir sur des réseaux sociaux concurrents. Il y a une modération sur LinkedIn? Absolument, il y a une modération de trois types. Et la modération, elle est évidemment essentielle, parce que c'est ce qui fait que chacun des professionnels et les marques vont trouver un environnement de confiance pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir débattre, vous l'avez souligné, de manière constructive, mais toujours très correcte. La première modération, elle est naturelle, puisque par essence, en tant que réseau professionnel, lorsque vous vous exprimez, vous engagez votre image professionnelle. Et donc sur LinkedIn, c'est un profil, une identité, et il n'y a pas d'anonymat. Et c'est une identité qui plus est professionnelle. Ça, c'est important de le dire. J'évoquais X tout à l'heure, avec les faux comptes qui viennent déverser des horreurs, ce qui n'existe pas sur votre réseau social. On arrive, on est nommé, on est visible. Absolument. Et donc, il y a cette autorégulation naturelle de la communauté des membres LinkedIn en France et partout dans le monde.
Et à ce titre-là, vous avez de manière très simple l'opportunité de signaler un poste avec les 3 petits points. Exact. Vous cliquez et le signalement remonte très vite. Ce qui m'amène au deuxième niveau de modération, qui cette fois-ci est un niveau de modération technique. Et en ce sens, l'intelligence artificielle nous aide depuis de nombreuses années. Les algorithmes, Voilà. les fameux algorithmes de LinkedIn. L'intelligence artificielle pour pouvoir modérer et sécuriser les dialogues et faire en sorte que l'ensemble des conversations restent conformes aux règles de la communauté LinkedIn sur l'ensemble des sujets. Et puis enfin, une modération humaine en langue de chacun des pays dans lesquels nous opérons. Alors, on a vu que ce réseau social majeur pour le recrutement, pour la recherche d'emploi, pour le débat d'idées, on le voit, il est essentiel. Et puis, vous portez aussi des sujets. Et aujourd'hui, il est intéressant de l'ouvrir. Vous portez ce sujet de la transmission des compétences réalisé par LinkedIn. Donc, c'est vous qui portez cette étude. Pourquoi d'abord, avant de parler du fond de cette étude qui parle de la relation entre les seniors et les jeunes dans l'entreprise, avec des chiffres d'ailleurs qui sont assez intéressants, une étude menée avec CSA, l'Institut CSA, pourquoi cette volonté aussi, quelque part, d'ouvrir le débat d'idées sur, là en l'occurrence, la transmission des compétences, peut-être la santé mentale, peut-être l'IA, peut-être tous ces sujets. Pourquoi cette volonté-là ? Alors, une volonté qui est déjà très propre à la vision que j'évoquais tout à l'heure, parce que dans cette vision qui est d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active, mondiale et en France, le mot le plus important, en tout cas celui qui me porte personnellement et qui porte chacun des collaborateurs de LinkedIn, c'est chaque. Et c'est la notion d'équité, d'accès à l'emploi, d'accès au réseau et d'accès au savoir. Et donc, moi, j'ai la chance chez LinkedIn de pouvoir d'incarner cette vision et cette mission qui consiste à connecter les professionnels entre eux et avec les entreprises. C'est ce qu'il me porte maintenant depuis 8 ans. Et donc, un certain nombre de causes. Vous avez cité effectivement la transmission, on y reviendra, mais l'une des causes qui me porte également beaucoup à titre personnel, c'est celle du déterminisme social. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour que, indépendamment de l'école que vous avez faite, du milieu dans lequel vous avez évolué et des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, réussir ma vie. Que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire, que le champ des possibles vous soit ouvert. Et ça, moi, c'est ce qui m'importe. C'est ce qu'incarne vraiment, c'est ce que matérialise LinkedIn sur la plateforme et sur ce que nous construisons auprès des professionnels. Donc, évidemment, le sujet de la transmission des compétences, à l'heure où on sait qu'aujourd'hui, dans les 5 ans qui viennent, plus de 60% du portefeuille de compétences de chacun d'entre nous sera transformé, en gros... Ou obsolète. Ou obsolète. En gros, si on ne change pas de job, votre job change pour vous. Va vous quitter, ouais. Voilà, ou va évoluer, Oui, va vous demander d'apprendre de nouvelles choses. Ce sujet, il est crucial pour ne laisser personne sur le côté de la route. 90% des jeunes actifs, c'est votre étude, l'étude LinkedIn, affirme que les actifs seniors peuvent leur transmettre d'importantes compétences. Ça, c'est intéressant, c'est le versant positif de l'étude. Et puis, évidemment, comme ces études-là sont toujours complexes, cette relation senior-jeune est complexe, il y a aussi des seniors et des jeunes qui disent « c'est quand même pas si simple de bosser avec un senior parce qu'il y a des différences générationnelles ». Mais quand même, ce qui ressort de votre étude, c'est qu'il y a un désir commun de construire ensemble. C'est ce qui ressort de l'étude et qui vient presque faire écho à la philosophie que vous portez depuis le début de l'émission. Absolument. Parce que 90% estiment que les plus seniors peuvent leur apporter un certain nombre de choses. Mais ce qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est qu'on observe le même pourcentage. 90% des seniors estiment que les plus jeunes peuvent également leur apprendre énormément de choses. Ça, c'est intéressant. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que la transmission des compétences, elle n'a pas d'âge. Les 2 générations, ou en tout cas les 2 fois 2 générations, attendent quelque chose. Parce que la raison pour laquelle nous avons souhaité zoomer sur ce sujet à cet instant précis, c'est que dans notre environnement professionnel, nous vivons un moment inédit. C'est la première fois depuis l'histoire du monde professionnel où 4 générations se côtoient. Donc évidemment, un facteur de complexité, des attentes multiples et puis des sujets à gérer, des opportunités et des défis pour les entreprises. Fabienne Arata, on a vu ces chiffres passer, toujours issus de votre étude, compétences que les seniors transmettent aux jeunes. 40% des connaissances métiers techniques, je dirais que c'est assez classique. 27%, là ça devient plus intéressant, de la rigueur et de l'efficacité. Et 25% des soft skills comme la gestion du stress, parce que ces personnes ont traversé différentes situations d'expérience. Et donc c'est très intéressant ça. Et 40%, je dirais que c'est classique, c'est le métier. Mais quand même, il y a 27 plus 25, on est au-dessus. Ce qui sont tous ces soft skills, tout ce
tout ce vécu accumulé. C'est passionnant ça. C'est passionnant et ça l'est d'autant plus que, encore une fois, c'est reflété par les deux parties, c'est-à-dire que les plus jeunes reconnaissent également que les aînés leur apportent cette gestion du stress. Donc il y a une reconnaissance mutuelle et les aînés reconnaissent que les plus jeunes leur apportent de nouvelles manières d'aborder le travail, un nouveau rapport au travail aussi que nous avons tous constaté. Donc cette reconnaissance mutuelle, elle est majeure. Et puis le sujet des compétences comportementales ou soft skills, il est d'autant plus critique qu'aujourd'hui, ce sont les compétences qui sont attendues par les entreprises. Encore une fois, l'intelligence artificielle qui arrive dans tous les métiers va remettre au centre la nécessité d'un certain nombre de compétences comportementales, l'esprit critique, la capacité à dialoguer, la capacité à décoder son interlocuteur très vite, cette empathie, tous ces sujets-là qui sont profondément humains et qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Derniers chiffres, ils sont intéressants parce que c'est le contre-champ, ce que les compétences des jeunes qu'ils apportent justement de leur côté aux seniors. On a 45%. Alors là aussi, on s'y attend un peu, mais c'est les compétences digitales. C'est vrai qu'il y a un gap générationnel. 30% en rapport au travail différent, et vous l'évoquiez, et 29% de l'enthousiasme et du dynamisme. Ça, c'est intéressant. Il y a une espèce de fraîcheur du début de carrière qui vient comme ça un peu irradier. C'est ça l'idée, hein, c'est que ces jeunes, ils envoient de l'énergie. Oui, ils envoient de l'énergie, ils envoient du challenge, ils envoient du débat. Ils n'hésitent pas à porter la parole, à avoir une parole un peu différente ou souvent très différente. Et ce qui est important, et c'est tout l'enjeu des entreprises, c'est de pouvoir construire des environnements qui permettent à tous d'être soi-même, qu'on soit plus senior ou qu'on soit dans les plus jeunes générations, à tous de s'exprimer et d'avoir, in fine, des points de vue qui fassent avancer le collectif vers plus d'innovation. Fabienne Arata, avant de nous quitter, il nous reste 2 minutes. Question traditionnelle qu'on pose à tous nos invités dans le Cercle RH. Votre entreprise, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une entreprise qui appartient aujourd'hui à Microsoft, si je ne m'abuse, elle recrute aujourd'hui en France. Si j'ai envie de rejoindre LinkedIn, non pas de m'inscrire et d'avoir mon réseau social, qui est formidable, mais si j'ai envie de travailler à vos côtés, est-ce qu'aujourd'hui vous recrutez ? Oui, nous recrutons en France principalement sur des populations commerciales, mais pas seulement. Et nous recrutons également des Français qui ont envie de travailler dans d'autres pays du monde. Le projet là devant vous, c'est de donner aussi envie à des entreprises, des entrepreneurs de pouvoir se plugger aux compétences de LinkedIn, de s'appuyer sur leurs compétences ? Le projet devant nous, concernant les personnes que nous recrutons, c'est surtout de pouvoir œuvrer auprès des entreprises. Ça, c'est de l'interne. Voilà. Et vos commerciaux viennent chercher des entreprises pour leur dire, regardez, on a des compétences. Absolument. Nos équipes accompagnent l'ensemble des entreprises sur leurs enjeux de développement de talent, de recrutement et de formation. Merci beaucoup Fabienne Arata d'être venue nous rendre visite, directrice France, Country Manager, c'est le titre en bon exact, français, en oui. bon français, directrice France LinkedIn, ce réseau social absolument ahurissant. J'ai mis quelques années à me connecter et maintenant je n'arrive plus à retirer mes doigts du clavier. C'est un réseau vraiment formidable. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page pour terminer notre émission. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité évidemment. Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'IA. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'IA parce que les RH, évidemment, sont impactés sur ce sujet et ils connaissent mal ce sujet. On en parle avec Aimé Lachapelle. Bonjour Aimé. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur d'Emerton Data, entreprise qui a 6 ans. Et je précise pour vous situer que vous êtes un matheux, puisque vous avez un doctorat en mathématiques appliquées et vous avez créé cette belle entreprise. Elle fait quoi, votre entreprise, exactement ? Alors Emerton Data, c'est une société de recherche, d'innovation et de conseil en intelligence artificielle avec une focalisation sur les aspects de durabilité et de l'environnemental. Alors, abordons le sujet de la formation parce qu'il y a aussi l'idée de, plus que de se former, c'est de s'acclimater à cet environnement IA parce que c'est un enjeu pour vous. Oui, alors aujourd'hui l'IA, on n'est plus en train d'en faire sur un coin de table. Je parle au sens des entreprises, d'accord ? On est dans une phase où l'IA est en production, d'accord ? Ça touche des centaines, des milliers de personnes dans l'entreprise. Et si on veut vraiment en tirer de la valeur, eh bien, il faut que les collaborateurs soient formés à l'utiliser.
Alors, les former, ça veut dire que le collaborateur sur le coin de table, puisque vous faites référence à ça, on ne se cache pas aux toilettes en ouvrant son ordinateur perso, en allant sur ChatGPT. C'est-à-dire qu'on assume d'utiliser Chat ou d'autres IA, mais pour l'assumer, il faut être formé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur montrez à ces salariés? Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir et de quoi ils ont besoin réellement? Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 types de formation. Il y a former l'ensemble des collaborateurs à l'usage quotidien. On pense avant tout au cadre de bureau, donc l'usage bureautique, donc de ChatGPT. Un ChatGPT sécurisé, on appelle souvent ça SecurGPT. Voilà. Qui va permettre de faire des résumés automatiques de réunions, qui va permettre de reformuler, de traduire. Microsoft Copilot. Voilà, c'est une des solutions possibles et souvent utilisées. Donc former en masse ces collaborateurs, c'est un premier enjeu. Parce que finalement, c'est comme si tout un chacun dans l'entreprise avait du jour au lendemain un bras droit, un assistant. Et pour pouvoir en tirer vraiment le bon parti de ce bras droit, il faut savoir lui déléguer les tâches. Et c'est un peu comme le management. Si vous mettiez en dessous de chaque salarié un vrai humain bras droit, si la personne n'a pas appris à déléguer les tâches, elle ne va rien en tirer en fait. Donc c'est exactement le même genre de choses. Vous me disiez en préparant l'émission quand même que vous étiez très sollicité par les RH qui à la fois se posent beaucoup de questions et sont impactés très concrètement dans la préqualification, dans le recrutement. L'IA commence à arriver. Il arrive vraiment ou on est encore sur des use cases, on essaie de tester ou il est là? Alors il est là, donc comme je l'indiquais, il est là pour tout le monde. Il est là aussi sur plein de use cases, plein de cas d'usage métiers ciblés. Ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les commerciaux doivent savoir utiliser l'IA pour faire une étude de marché, une étude concurrentielle. Les juristes doivent l'utiliser pour rédiger des meilleurs contrats. Les marketeurs doivent l'utiliser pour faire des meilleures campagnes. Les RH aussi, eux-mêmes, doivent l'utiliser pour améliorer leur process de recrutement, leur performance management, etc. Donc ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Mais quand vous répétez « doivent utiliser dans cette forme stylistique si particulière », mais doivent utiliser, c'est Emerton qui dit « doivent l'utiliser » ou c'est les dirigeants de l'entreprise qui demandent à leurs salariés aujourd'hui de devoir l'utiliser? C'est quoi? C'est une injonction des entreprises de la data ou c'est déjà à l'intérieur de l'entreprise? Je crois que le sujet est porté partout, unanimement, au niveau des dirigeants, les PDG des entreprises, qui ont pris en main vraiment cette vision de transformation de leur métier par l'IA. Parce que comme dans toute rupture technologique, vous avez... en fait, ça ne va pas remplacer tous les emplois. C'est ce qu'on imagine toujours, mais vous avez juste les gagnants et les perdants. Ouais. Les gagnants, c'est ceux qui savent vite la prendre en main et faire mieux leur travail. Et les perdants, c'est ceux qui mettent trop longtemps et qui vont devoir derrière subir un choc et puis trouver des requalifications pour aller faire d'autres choses. Donc ça supprimera des morceaux d'un emploi, des briques, mais ça ne supprimera pas les emplois. Absolument. C'est ce que vous nous dites. Voilà. Et ça le fera de façon performante, d'autant plus que les RH auront bien pris le sujet pour former largement les collaborateurs et également pour s'assurer d'avoir une organisation apprenante parce que le deuxième volet, c'est les experts de l'IA, les data scientists, les machine learning engineers. Aujourd'hui, vous avez une obsolescence des technologies que vous maîtrisez tous les 6 mois. Parce que la technologie change en permanence. Voilà. Avant, dans les DSI, on parlait de générations qui connaissaient des langages de programmation. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Donc, il faut que les RH... Même eux doivent en permanence... Absolument, tout le temps. Une bonne formation, avant de nous quitter, c'est quoi? Pour les collaborateurs, je ne parle pas des experts. Pour les collaborateurs, c'est une journée, c'est 3 heures, c'est quoi la bonne formation? Alors déjà, c'est récurrent. Donc, il faut revenir régulièrement. Voilà, il faut revenir régulièrement. Et c'est commencer par quelques heures sur les bons sujets. Alors nous, on nous lance des défis aussi qui sont de former par exemple 120 000 collaborateurs d'un même groupe, sachant que 80% d'entre eux n'ont pas de device, ils n'ont ni téléphone, ni ordinateur. Pas mal. Donc ça nous oblige à être un petit peu inventifs. Ouais. Et puis juste un mot aussi, c'est qu'on pense souvent au cadre de bureau, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans l'usine sur les chantiers. Avec ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais qu'on aura demain en 2025, c'est la convergence de la robotique et de l'IA. Et là, on va pouvoir apprendre à des robots à faire des tâches sur mesure. Vous reviendrez nous en parler. C'est pas de la science-fiction, c'est presque réel. Merci Aimé Lachapelle, fondateur de Emerton Data, la formation et l'accompagnement des collaborateurs. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à tous ceux qui réagissent, qui nous font partager des idées de sujets. Merci à toute l'équipe. Merci Alice à la réalisation. Merci Héloïse au son. Et merci évidemment à Nicolas Juchat. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.